Super, donc on s'est tous à peu près rencontrés. Je suis Gaëlle Gruel, donc là, certains l'ont déjà un peu entendu. Je termine un postdoc à AgroParisTech, rattaché à l'UMR Ecofog de Guadeloupe. Et donc, il y a eu un petit changement de parcours, parce que j'étais censée être recrutée jusqu'à fin août 2025. Mais entre-temps, j'ai eu un autre recrutement dont on parlera un peu plus tard. Et à cause de ce recrutement, j'ai choisi de vous présenter pas seulement ce que je faisais en postdoc avec Maggie Dulorme, responsable administrative d'Ecofog Guadeloupe, mais un peu toute mon œuvre de recherche scientifique depuis ma thèse. Ah ouais, toute mon œuvre. Alors, explication sur le titre quand même, parce que ça peut ne pas sembler clair à tout le monde. Donc, la présentation s'appelle Étude One Health des bactéries comme indicateurs et outils de gestion des contaminations en Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais parler de différents types de contaminations, que ce soit des contaminations dans des réservoirs vivants, donc animaux, environnement, mais aussi non vivants, donc comme de l'eau contaminée. Mais je parle aussi de contamination aux pesticides, en particulier organochlorés. Donc, voilà pourquoi ce titre. Et One Health, vous allez comprendre tout de suite. Mais avant de vous parler de la partie scientifique, j'ai quand même décidé de me présenter un peu plus en profondeur. Donc, je vous présente mon CV. Alors, moi, j'ai été formée, pas en Guadeloupe, du coup, mais à l'Université de Bordeaux, en licence et en master, et en particulier en master. J'ai fait deux stages, Master 1 et Master 2, sur un projet de la Direction générale des armées françaises et de l'OTAN, où je travaillais initialement sur les pesticides organophosphorés, sur le modèle de larves de poissons zèbres. Et en fait, le but, c'était de doser une enzyme qui n'avait jamais été dosée au niveau du système nerveux central du poisson zèbre et de montrer que quand les modèles étaient contaminés avec ces pesticides organophosphorés, comme par exemple du gaz sarin ou du chlorpyrifos-oxon. Donc, par exemple, le chlorpyrifos-oxon, il est encore utilisé dans les vignes bordelaises aujourd'hui en 2024. C'était de montrer qu'après contamination, on allait avoir un délitement de la gaine de myéline, mais aussi de certaines enzymes métaboliques qui étaient complètement KO à cause de cette contamination. Et le but, c'était d'avoir, donc c'était une enzyme qui s'appelait la NTE, la neuropathie target estérase, de montrer qu'elle était délitée et de montrer qu'après son délitement, il y avait des symptômes qui se manifestaient au niveau physiologique avec une neuropathie retardée induite par la contamination aux organes phosphorés. Ensuite, est-ce que ça passe? Oui. Ensuite, j'ai fait ma thèse en Guadeloupe. Alors, j'avais eu un financement de thèse à Bordeaux, mais j'ai fait le choix personnel de rentrer. Je voulais vraiment faire de la recherche insulaire tropicale et je voulais rentrer chez moi aussi. Et du coup, j'ai pas accepté le financement à Bordeaux et j'en ai eu un autre avec la région Guadeloupe, en Guadeloupe, associé à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe et à une unité à l'époque qui s'appelait TRED-PAT. Bon, ça a changé, mais en fait, c'était bonjour. Tout ce qui était pathologie associée à des réservoirs environnementaux et causés par des infections bactériennes et toutes les étiologies bactériennes. Donc, durant mon doctorat, j'ai travaillé sur des modèles microbiens, des bactéries en particulier, et surtout un type spécifique qui sont les entérobactéries. Donc, ce sont des bactéries que vous allez trouver beaucoup au niveau du tractus digestif des animaux à sang chaud dans l'homme, mais qu'on peut aussi trouver en milieu environnemental et dans les eaux usées. Et j'ai travaillé à montrer, avec une approche One Health, que je vais détailler tout à l'heure, les niveaux d'antibiorésistance en Guadeloupe, mais surtout quels étaient les risques de contamination entre les différents réservoirs et la population humaine. Alors, ce que vous voyez ici en bas, c'est que pendant Alors, ce que vous voyez ici en bas, c'est qu'en parallèle de ma thèse, durant un an et demi, j'ai fait une formation au leadership One Health, c'est-à-dire au montage de projets en tant que chef de projet One Health. Comment est-ce qu'on pouvait les mettre en place, mais aussi les évaluer pour pouvoir avoir une idée de l'efficacité de ces approches dans les différentes approches collaboratives de santé qui étaient appliquées au domaine de la Guadeloupe. Et donc, après ma thèse que j'ai soutenue en début 2022, j'ai été recrutée en janvier. En février, j'ai été recrutée à l'Université des Antilles pour un premier postdoc en chimie analytique dans un... Ah, ok, je peux continuer? Dans un laboratoire de chimie verte et durable qui s'appelle Covachim M2E et qui travaille majoritairement sur la valorisation de la biomasse pour en faire des matériaux de construction,
mais qui développait aussi un nouvel axe de dégradation microbienne d'un pesticide organochloré, cette fois, qui est le chlordécone, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et aussi d'autres pesticides organochlorés, comme par exemple le lindane, que vous connaissez peut-être sous le nom d'HCH. Donc, ça a été un premier postdoc qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez le voir tout à l'heure. Et à l'issue de ce postdoc, j'ai passé ma qualification en tant que maître de conférence parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc, j'ai obtenu les sections que vous voyez en bas, donc à peu près toutes les sections de biologie, sauf la physio. J'ai eu aussi la pharmaco et j'ai aussi biochimie. Et enfin, pour terminer, en septembre 2023, vous pouvez le voir ici, j'ai été recrutée par AgroParisTech pour un postdoc au sein de l'UMR EcoFog Guadeloupe, où je travaille avec Maggie aussi sur des solutions de décontamination des sols contaminés au chlordécone, mais cette fois en utilisant en fait les matériaux carbonés qui sont créés par Covachim M2E en valorisant la biomasse pour séquestrer le pesticide dans le sol. Alors, très rapidement, pour vous donner un peu une idée de ce que de ce que j'ai pu publier ces derniers temps. Donc, en termes de production scientifique, j'en suis à 20 pour l'instant avec 12 publications de rang A, avec 4 communications orales nationales et internationales et 4 communications par affiche, un H-index de 6. Et voilà, donc ici, vous pouvez voir la répartition de mon doctorat dans mes publications avec plus de 40% des publis où je suis soit premier, soit dernier, avant-dernier auteur. Et là, vous voyez l'évolution de mes impact facteurs au cours du temps, avec en 2020 des impact facteurs plutôt entre 2 et 5, et maintenant entre 2022 et 2024, entre 9 et 13. Alors maintenant, on va enfin parler des activités de recherche. Donc, commençons par ma thèse. Donc, l'intitulé de ma thèse, c'était une étude One Health des réservoirs animaux et environnementaux d'entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération en Guadeloupe. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'une céphalosporine? En fait, c'est un antibiotique de dernier recours avec un noyau cyclique qu'on appelle bêta-lactamine. Il faut savoir que certaines enzymes vont avoir des gènes de résistance qui s'appellent les bêta-lactamases qui clivent ce noyau. Et du coup, ces antibiotiques de dernier recours, ils ne soignent plus rien et on arrive à ce qu'on appelle des impasses thérapeutiques. Alors, cette thèse, je l'ai réalisée du coup à l'Université des Antilles, mais basée à l'Institut Pasteur de Guadeloupe, sous la direction du professeur Sébastien Brerec, qui est un professeur des universités, mais aussi un professeur hospitalier, et qui était à l'époque le chef de la microbiologie clinique au CHU de Guadeloupe. Alors, pendant ce travail, j'ai majoritairement fait du terrain. Pendant 1 an et demi, j'ai vraiment réalisé l'ensemble des prélèvements. C'était des prélèvements de fesses, donc de bovins, porcins, volailles, chiens et chats, des sols et des eaux usées. J'ai été formée à l'approche One Health et j'ai fait beaucoup de bactériologie médicale parce que c'était initialement mon background, avec un petit peu de bactériologie environnementale parce que je m'intéressais quand même à la microfaune du sol. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de biologie moléculaire et beaucoup de bioinformatique. Et alors, en quoi est-ce que cette thèse-là, elle consistait vraiment? Elle consistait majoritairement à évaluer le niveau d'antibiorésistance dans les réservoirs animaux de Guadeloupe. Alors, pourquoi je me suis posé cette question? C'est parce qu'à l'époque, donc c'était en 2019, on avait observé au niveau du CHU qu'il y avait 6 fois la prévalence des cas d'infection bactérienne au niveau de la Guadeloupe par rapport à la moyenne des hôpitaux de France. Donc, c'était vraiment une explosion d'infections nosocomiales. Et on s'est dit, bon ben, enfin moi je me suis dit, parce que j'ai construit mon projet de recherche avec mon directeur, est-ce que c'est parce qu'on a des niches écologiques particulières auxquelles la population va se contaminer parce qu'on est dans un contexte qui est insulaire tropical? Donc, je me suis dit, ben, je vais quand même voir un peu les habitudes de vie. Et je voyais que ben, on est quand même dans un mode de vie occidental. Donc, on a des animaux domestiques dont on est en vie proche, auxquels on peut se contaminer. Mais aussi en Guadeloupe, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ben, leurs bovins, leurs porcins dans le jardin, dont ils vivent en vie proche aussi. Donc, possibilité de contamination. Et je suis partie sur ces réservoirs-là. Alors, les objectifs secondaires, vous les voyez ici, c'était de participer à la création d'un cadre méthodologique pour évaluer les initiatives collaboratives en santé, donc ça j'en ai parlé, d'étudier l'antibiorésistance chez les animaux que je viens de citer, et aussi de proposer des axes d'amélioration pour la mise en place en fait, de la démarche One Health dans les initiatives collaboratives de santé en Guadeloupe. Et en fait, ben, c'était vraiment un contexte qui était très approprié puisqu'on est sur un archipel. Le caractère insulaire fait que quand on regarde de la diffusion entre réservoirs, on est limité par l'océan. Donc, on arrive quand même à bien évaluer les risques. C'était assez intéressant.
Très rapidement, un contexte sur l'antibiorésistance, qu'est-ce que c'est? En fait, au début des années 40, il y a eu l'industrialisation des antibiotiques. Donc, à chaque fois qu'on met un antibiotique sur le marché, il faut savoir qu'entre 10 à 12 ans, on a l'émergence dans les populations bactériennes de résistance aux antibiotiques. Comment? Ah ouais, non, c'est pas. Ouais, ça prend quand même une dizaine d'années où on voit. Après, bah, par contre, ensuite, la propagation de la population bactérienne, elle va se faire sur un rythme exponentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bactéries, elles sont capables de se passer le matériel génétique de mère à fille, ça c'est normal, mais aussi de manière horizontale, en transfert horizontal, en faisant la conjugaison. Donc, ça pose un gros problème puisque du coup, ces phénotypes de résistance-là, ils se disséminaient à une vitesse exponentielle dans la population microbienne et donc dans les hôtes. Alors qu'en parallèle, on a un ralentissement de la découverte de nouvelles molécules antibiotiques. Donc ça amène à ce qu'on appelle une impasse thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va vers des phénotypes de résistance qui sont à très large spectre, alors qu'on n'a pas de nouvelles molécules. Donc, pas de soins possibles. Et donc, l'OMS a décidé de mettre en place des actions à l'époque, donc début des années 2000, d'arrêter en fait tout ce qui était activateur de croissance chez les animaux. Donc, il faut savoir qu'en fait, on donnait des antibiotiques aux animaux qu'on appelait activateurs de croissance. Pourquoi? Parce que ça empêchait les infections bactériennes et donc les animaux se développaient bien. Donc ça a été arrêté. Ensuite, ils ont placé toutes les entérobactéries qui sont productrices de la bêta-lactamase à spectre étendu comme priorité numéro un de santé publique. Et enfin, il y a pas mal d'organismes mondiaux qui ont mis en place des systèmes de surveillance et d'évaluation de la résistance au niveau mondial. Qu'est-ce que l'approche One Health? En fait, l'approche One Health, c'est tout simplement le fait de vouloir faire collaborer différents secteurs de la science de la santé à l'échelle nationale, régionale ou mondiale, avec un objectif commun, c'est de mettre en place tout ce qui va favoriser une santé optimale à la fois pour les humains, les animaux et l'environnement. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est une approche qui est relativement récente puisqu'elle a vraiment été décrite par Zingtag et Hall en 2012 et elle est décrite comme une interdépendance entre les humains et leur environnement. Et donc, ça place plus l'humain comme le sommet d'une pyramide, mais comme le maillon d'une chaîne en français, à égale importance avec l'environnement et les animaux. Et donc, de manière logique, puisqu'on partage un même environnement, on partage de mêmes pathogènes et donc de mêmes maladies infectieuses. Je vous ai mis sur cette diapo le résumé de tous les résultats de ma thèse et donc des 3 articles princeps. Bon, il y a un 4e article qui n'apparaît pas là, mais ce qu'il faut voir ici, c'est qu'à l'issue de mes 3 années de thèse, j'ai pu investiguer, donc dans les cadres rouges, le niveau d'antibiorésistance chez les animaux d'élevage et chez les animaux domestiques d'une espèce que j'avais choisie qui était Escherichia coli, qui est l'espèce modèle d'entérobactérie, productrice de bêta-lactamase à spectre étendu. Et donc, j'avais montré une prévalence de 7% chez les animaux domestiques, mais de 7 à 35% chez les animaux d'élevage, avec des hotspots qui étaient en fait des élevages pour la recherche. En, ouais, en Guadeloupe. Et donc, par exemple, dans l'article sur les animaux domestiques, j'avais montré que certains élevages aussi d'animaux domestiques avaient des hotspots et que ces animaux-là, ils étaient adoptés en France. Donc, on participait à faire circuler nationalement des souches productrices de bêta-lactamase à spectre étendu. Voilà. Mais ce que cette étude a montré aussi, c'est qu'il existe des barrières écologiques entre les différents réservoirs et qui prémunit la population au niveau communautaire, donc hors du milieu hospitalier, de se contaminer avec ces réservoirs-là. Donc, il y a de la diffusion, mais ça va, on ne risque pas de tous faire des explosions d'infections nosocomiales. Par contre, la question continue à se poser au niveau hospitalier. Et donc là, on peut pas pointer du doigt l'hôpital comme ça, mais on peut dire qu'il a déjà été démontré que pour des questions d'hygiène hospitalière et de promiscuité, on va promouvoir la contamination des patients, en particulier à cause des bactéries qui sont capables de faire des biofilms sur le matériel médical qui résiste longtemps. Et du coup, il suffit de faire une intraveineuse ou de poser une sonde urinaire et on est contaminé en interne. Voilà. Ouais, très sympa. Alors maintenant, on va parler du coup de mes travaux de recherche en postdoc avec l'étude de solutions de rémédiation des sols contaminés par le chlordécone. Donc, je vous ai dit qu'il y a un pesticide organochloré. Je vais donner un peu de contexte juste après. Mais il faut savoir que du coup, pendant mon expérience postdoctorale, j'ai travaillé sur cette question selon 2 axes. Un axe de biorémédiation anaérobie, donc avec des consortiums bactériens natifs des sols de Guadeloupe, et un axe
de phytorémédiation, entre guillemets, parce que finalement, ce n'est pas de la phytorémédiation qu'on fait, mais vraiment de la séquestration avec des matrices carbonées. Donc, ça a été fait à l'Université des Antilles et aussi au sein d'AgroParisTech via l'UMR EcoFog, financé par deux ANR. Donc, d'abord une ANR Pyrosar et ensuite une ANR Remède Chlore portée par Covachimem 2E. Du coup, le premier axe, la biorémédiation, je l'ai faite avec Sarah Gaspard, professeure de l'Université des Antilles, et le deuxième axe avec Maggie Dulorme. Alors là, je vous passe un peu les compétences, mais en gros, c'est à peu près les mêmes. On a fait énormément de terrain, sauf que cette fois, j'ai développé pas mal de compétences sur la chimie analytique et chimie environnementale, que je ne pensais jamais faire ça, mais tout ce qui était détection et dosage avec toutes les techniques de chromatographie, j'ai pu les apprendre pendant ce postdoc et c'était vraiment très intéressant. Et j'ai développé de nouvelles compétences en bioinfo, puisqu'initialement, dans mon background un peu médical, entre guillemets, c'était sur des souches purifiées. Alors que là, c'est un consortium bactérien. Donc, je me suis formée en métabarcoding avec l'IFREMER à la station biologique de Roscoff fin 2023. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai pas l'impression que ça peut regarder. Ok. Alors, très rapidement, un point de contexte sur le chlordécone. Le chlordécone, qu'est-ce que c'est? Mais je pense que vous le savez, c'est un désastre écologique qui a entraîné un énorme problème de santé publique en Guadeloupe, mais aussi des problèmes au niveau socio-économique. Pourquoi? Parce que ce pesticide qui a été synthétisé au début des années 50 et commercialisé fin des années 50 aux États-Unis, il a été rapidement interdit parce qu'on se rendait compte que les ouvriers qui travaillaient dans l'usine de production ils avaient des symptômes neuropathiques, en particulier des tremblements qu'on a appelés Kepon Shake parce que cette molécule était commercialisée sous le nom de Kepon et on s'est rendu compte que ça faisait des neuropathies aux gens. Sauf qu'en Guadeloupe, on a eu une dérogation pour pouvoir continuer à utiliser cette molécule-là dans le cadre de l'agriculture bananière pour pouvoir épandre en fait le pesticide sur les racines des bananiers pour lutter contre le charançon noir du bananier. Et du coup, entre les années 70 et 90 en Guadeloupe, on estime que la quantité appliquée sur les sols était d'environ 300 tonnes, ce qui a amené à une pollution de longue durée des sols d'abord, mais ensuite des nappes phréatiques et avec le lessivage jusqu'au cul-de-sac marin. Alors non, sur toute la surface, je vais vous montrer une carte juste après, mais en fait sur toute la surface, c'était l'agriculture bananière en Guadeloupe, donc quasiment toute la basse terre. En gros, c'est ça. Et donc, il y a pas mal d'études qui ont été menées en Guadeloupe, dont une étude qui s'appelle Timoun, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui a été menée en fait pour montrer les conséquences de la contamination de la mère à l'enfant, in utero et aussi après la naissance sur 20 ans de la contamination par voie orale. En fait, il a été montré en particulier dans cette étude que 90% de la population testée en Guadeloupe a du chlordécone dans le sang. Et on a montré aussi que c'est à 90% par voie d'alimentation qu'on se contamine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été mis en évidence il y a 4-5 ans. Il y a des propriétés cancérigènes et perturbatrices endocriniennes qui sont directement reliées à la contamination chlordécone, par exemple le cancer de la prostate en Guadeloupe. On a le plus fort taux au monde. Voilà, et jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune solution de rémédiation efficace qui était mise en place. Alors, rapidement, un contexte scientifique. Il faut savoir que le laboratoire Covache MM2E, il collabore depuis plus d'une dizaine d'années avec un laboratoire du Canada à Toronto, qui est le laboratoire Biosun. Donc, ce laboratoire, il travaille en particulier sur l'ingénierie chimique et ils avaient déjà une compétence dans le fait de développer des consortiums bactériens qu'ils épandaient sur des sols où il y avait des usines chimiques qui avaient explosé pour pouvoir dépolluer les sols des contaminants chimiques. Alors, avec le professeur Sarah Gaspard, il y a eu une première publication en 2020 où ils ont montré, grâce à des sols de Guadeloupe, donc avec un inoculum qu'ils avaient emmené à Toronto, qu'ils pouvaient développer, donc c'est ce que vous voyez ici, des microcosmes, c'est-à-dire des micro-environnements en bouteille avec de l'inoculum où ils injectaient de façon synthétique de la chlordécone et ils montraient que les inoculums étaient suffisamment actifs pour dégrader séquentiellement la chlordécone en suivant en conditions anaérobie une voie qui s'appelle la voie de la déchloruration réductrice. Alors très simplement, ce qui se passe, c'est que le chlordécone, la molécule, c'est ça.
C'est une molécule en cage, c'est ça qui explique en fait qu'elle est hyper stable et qu'elle est très difficile à dégrader. Et autour, en fait, tous les coins là, c'est des atomes de carbone qui sont reliés à des atomes de chlore. Et il faut savoir que la liaison carbone-chlore, elle est clivable par certaines bactéries. Et donc, séquentiellement, les bactéries vont cliver ces liaisons jusqu'à ce qu'on puisse à la fin ouvrir la molécule en cage et arriver à la fin, ici, vous voyez, à un indène carboxylé qui est en fait un métabolite complètement déchloruré. Donc ça avait été montré en 10 ans en bouteille au Canada. Exactement, c'est donneur et accepteur d'électrons. C'est exactement ça. Et du coup, l'année d'après, ils ont publié qu'ils avaient réussi à trouver, donc c'est un peu flou, je suis désolée. En fait, ils ont réussi à montrer que dans certains de ces mêmes microcosmes, ils voyaient la déchloruration totale réductrice qui allait jusqu'au bout, parce qu'initialement, ils allaient jusqu'à 9 atomes qui partaient. Mais ici, ils ont montré qu'ils arrivaient enfin à 10 atomes et ça a pris 12 ans en réalité en bouteille. Donc, processus ouais, très, très lent. Et quand j'ai été recrutée, la question, c'était d'améliorer ça, mais en plus de le faire au champ sur parcelle agricole. Alors, du coup, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, j'ai regardé en fait le type d'environnement, d'écosystème qu'ils avaient choisi et le type d'inoculum. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient fait le choix, qui est très perspicace, d'aller sur des parcelles agricoles qui étaient bananières et donc fortement contaminées. Mais moi, je me suis dit, j'aimerais avoir un inoculum qui a l'habitude d'être tout le temps en condition anaérobie. Donc, j'ai cherché un écosystème qui était totalement immergé tout le temps, la mangrove. Et je me suis dit, ben, je vais partir sur la mangrove et après, je vais investiguer aussi d'autres types d'écosystèmes pour voir s'il y a des organismes anoxiques qui vont avoir un métabolisme plus poussé vers cette décoloration réductrice. Du coup, ici, je vous montre une carte. Alors, c'est une carte des teneurs en chlordécone de Guadeloupe qu'on peut trouver sur Carugeo. Et en fait, toutes les taches oranges, c'est là où il y a les plus fortes contaminations de chlordécone dans les sols. Et donc, moi, j'ai choisi mes lieux de prélèvement par rapport à cette carte. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai pris une zone de mangrove dans le nord de la Basse-Terre ici en me disant, ben ça va être en fait mon blanc, une zone non contaminée. J'ai pris une mangrove. Donc, si vous connaissez un peu la Guadeloupe, il y a Jarry, c'est le poumon économique de la Guadeloupe qui est hyper anthropisé, hyper contaminé par tout type de contaminants et potentiellement pas loin des zones contaminant chlordécone. Donc, j'ai choisi ça. J'ai repris le même site qu'eux, qui était un site en fait où il y avait une rivière qui passait au milieu d'une bananeraie. Sauf que cette fois, j'ai pas pris le sol de la bananeraie, mais j'ai pris le sol du lit de la rivière. Et à chaque fois, je faisais des prélèvements anoxiques sous l'eau et que je refermais et dont je vérifiais l'anoxie à chaque fois avec une sonde à redox. Voilà. Et il faut savoir qu'en parallèle, il y avait déjà un dispositif d'anoxie au champ que je ne peux pas détailler parce qu'il va être breveté. On est en train de travailler là-dessus, mais qui avait été mis en place et qui ne fonctionnait pas encore. Et donc, j'ai décidé de le reprendre en main et aussi de suivre ce dispositif-là. Alors, qu'est-ce que je faisais en gros en chimie? Donc, là, vous le voyez ici. Avec le sol que je prélevais de manière anaérobie, donc avec des prélèvements faits sous l'eau, fermés sous l'eau, scellés sous l'eau, je mettais en place des microcosmes. Je vais vous montrer juste après comment on fait. Euh, je, Avec ces microcosmes-là, je faisais un suivi en cinétique pour détecter le chlordécone, mais aussi ses métabolites de dégradation en déchloration réductrice par analyse en LCMS. Donc, c'est de la chromatographie liquide associée à de la spectrométrie de masse. Euh, Sinon, j'utilisais le sol directement pour faire de la LCMS et en parallèle, je faisais de l'extraction d'ADN total avec ensuite suivi en métabarcoding. C'est vrai que j'ai mis métagénomique, mais ça en métabarcoding, c'est pas la même chose. Ouais, ouais. Ah si, si, si. Alors en fait, je crois que j'ai une photo juste après, je vais vous montrer. Mais on travaille en glove bag. C'est vraiment une grosse enceinte, c'est un sac en plastique, en fait, c'est une glove box. Il y a des petits, c'est des glove bags. Et dedans, on va créer un environnement anoxique, voilà, en mettant des mélanges de gaz. Donc, ça va être de l'azote mélangé à de l'hélium. Voilà. Et on va purger, entre guillemets, en oxygène avant. Et après, tout ce qui rentre dans la glove box reste anoxique. Ou- Pas, pas très bien, ça marchait, mais enfin, l'anoxie était là, hein. C'est juste que le métabolisme n'était pas forcément poussé vers la déchloruration réductrice.
Alors ici, très rapidement, je vous ai montré un peu les différents écosystèmes, bon, sans rentrer dans les détails, où j'avais choisi quand même des écosystèmes qui avaient des points communs, mais des différences aussi assez tranchées. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans les microcosmes que j'ai montrés précédemment, vous avez plusieurs phases. Donc l'inoculum qui est du sol, au-dessus, il y a une phase liquide qui est un milieu de synthèse qu'ils avaient utilisé. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser l'eau du site de prélèvement en me disant que potentiellement, s'il y avait des interactions entre... Je savais que l'inoculum actif était dans le sol, je me disais s'il devait y avoir quand même une part d'interaction importante entre les inoculums marins ou de mangrove et le sol, je préférais préserver ces interactions-là. Ici, je vous ai montré, alors je vous montre un petit plan d'à quoi ressemble le dispositif et de comment on faisait les prélèvements. À chaque fois qu'on réalisait des prélèvements, on s'assurait de les faire de manière à ce que ce soit représentatif pardon, de la surface totale du dispositif qui, pour vous donner une idée, fait plusieurs dizaines de mètres de long sur à peu près 5 mètres de large. Alors voilà comment on met en place un microcosme, comme je vous disais. Donc c'est une bouteille, comme vous voyez ici, une bouteille en verre, avec un bouchon qui a deux valves. Donc les valves rouges et vertes, c'est juste pour dire open et close. On peut injecter ici au sommet du bouchon, parce qu'en fait, il y a un petit bouchon en rubber. Oui, voilà, en caoutchouc, merci beaucoup. Un petit bouchon en caoutchouc. Et en fait, on peut passer une seringue très fine à l'intérieur et injecter tout ce qu'on veut et aussi prélever tout ce qu'on veut. Donc, on laisse volontairement un headspace ici. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de dégagements gazeux et ces dégagements gazeux, en fait, ils sont la preuve que ton inoculum, il est actif. Et en particulier, on allait avoir des dégagements qui étaient dus à la présence ou pas de matière organique. Et alors moi, j'ai volontairement aussi choisi la mangrove pour cette question-là, en me disant, mais dans la mangrove, il y a une nouvelle voie de déchloruration qui existe et qui est une voie qui est poussée par la richesse en matière organique. Oui, exactement. Et du coup, je me suis dit, ben, on ne connaît pas encore les produits de dégradation, mais vu qu'on peut garder des microcosmes sur 10-15 ans, je me suis dit, si jamais il y a des produits de dégradation, au moins ils seront déjà dans les bouteilles et on pourra les détecter quand on connaîtra les molécules. Donc, c'est aussi ce choix. Donc, juste pour vous donner une idée, voilà le nombre de bouteilles que j'ai faites. En gros, il y a presque une quarantaine de bouteilles, je crois, dans tous les environnements. Là où il y a une seule bouteille, ce sont les environnements qui avaient déjà été investigués pour les premiers microcosmes. Et donc là, je vous montre le résultat phare de cette étude en fait, sur les sols bruts, pas sur les microcosmes, où on a montré ici que le dispositif d'anoxie au champ, on a pu détecter jusqu'au dernier produit de dégradation de la chlordécone ici, donc l'indène carboxylé complètement déchloruré. Et ça a été fait sur 2 ans. En 2 ans, au champ, on a le processus. Donc, on n'a pas une décontamination totale du site, mais on arrive à voir totalement la décoloration réductrice qui se produit. En plus, on a une explosion de la détection de chlordécone. Donc ici, ce sont des ppb, c'est-à-dire des nanogrammes par gramme de sol sec. Donc là, par exemple, vous voyez presque 9000 nanogrammes de chlordécone par gramme de sol sec. Alors, juste avant qu'on commence, j'avais dosé, j'ai pas mis les résultats là, c'est vrai, mais j'avais dosé le sol avant de commencer à rendre la parcelle, à mettre la parcelle en état pour cette expérimentation et les taux étaient proches de ces taux-là. Donc, on avait entre 30 et 40 nanogrammes par gramme de sol de chlordécone. Et donc, cette explosion-là, elle est due à quoi? Elle est due pour moi tout simplement à une augmentation de la biodisponibilité en chlordécone, puisque les molécules, elles sont solvatées en fait. Alors maintenant, parlons de quelque chose qui va sûrement plus vous parler, peut-être plus vous intéresser aussi. Donc, c'est la partie Ecofog avec Maggie. On a travaillé sur la séquestration des résidus de pesticides par des charbons actifs. Initialement, on avait commencé par ça. Donc, c'était un charbon actif, le Darko, qui est à base de déchets de noix de coco. Sur 2 modèles de plantes alors je précise que Maggie a totalement designé cette partie des expérimentations, tout sort de son cerveau. Et donc, elle a choisi 2 plantes, donc le taro, le madère, et aussi le mangue, le médaille. Donc, le mangue, le médaille, espèce de l'arrière-forêt marécageuse de Guadeloupe qui est très, très présente chez nous. Et le taro, tout simplement parce que initialement, c'est une plante qu'on consomme et on voulait un modèle consommable. Mais aussi, vous allez le voir, parce que c'est une plante qui est connue pour être bioaccumulatrice de chlordécone. Alors ici, je vous montre, je ne sais pas si c'est très visible, mais je vous montre le plan, ça va? Le plan factoriel de l'expérimentation.
Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des mésocosmes. Donc, juste avant, je vous ai parlé de microcosmes, des petites bouteilles qui vont mimer un environnement, mais à très petite échelle. Là, ça va être des mésocosmes, je pense que vous savez en fait. C'est un environnement aussi qui est mimé, mais qui est intermédiaire entre ce qui se passe au champ et ce qui se passe dans un microcosme, avec des conditions expérimentales qui sont semi-contrôlées. Donc, nos mésocosmes, en fait, c'est comme des vases, sauf qu'on a choisi de les faire en bouteille en plastique. Mais le principe était simple. On a pris les trois principaux types de sols de Guadeloupe. Donc, en Guadeloupe, on a majoritairement de l'endosol, du nittisol et du firalsol. Et à chaque fois, on a mélangé de façon homogène 2% de charbon actif d'Arco, donc 2% du poids sec hein, du sol, pour pouvoir ensuite planter à chaque fois, soit seul ou soit ensemble, les deux espèces végétales. Et donc, le but, vous voyez ici, c'est de démontrer que l'utilisation du charbon actif va limiter la concentration de chlordécone présente dans le sol, enfin, va limiter le transfert de cette chlordécone présente dans le sol à l'intérieur des légumes racines, alors qu'on a des espèces bioaccumulatrices, grâce en fait à une fixation de la chlordécone qui est biodisponible à la surface du charbon actif. Ici, je vous montre le planning expérimental. Donc, en fait, on avait prévu 2 mois de croissance. Ça, on l'a fait en 2023. Donc, on a commencé fin juillet, ça a poussé pendant les vacances. Et une fois par mois, je venais aussi faire des prélèvements parce qu'il était prévu que je montre une cinétique bactérienne et une évolution de la cinétique bactérienne durant le traitement des sols pour montrer quel serait l'impact de cet amendement au charbon actif sur la microfaune du sol. En parallèle, il y a différents types de mesures qui ont été faites, donc des mesures de morphologie pour pouvoir faire une association entre le taux d'absorption de chlordécone et les traits morphologiques de la plante, des plantes, par exemple la surface foliaire pour les questions d'évapotranspiration, etc. Euh, L'absorption des nutriments par la plante, donc tout ce qui était, tous les nutriments qui sont ici, en fait, donc la respiration azotée, phosphore, potassium, calcium, etc. Et à la fin, on a une manip destructive où on a arraché tous les plants et on a fait une mesure de la biomasse séchée au préalable. On a mesuré les surfaces foliaires avant de faire sécher, bien sûr, et de mesurer alors, pardon, une mesure de la biomasse séchée, une mesure des surfaces foliaires, ensuite une mesure de la concentration en chlordécone donc sur les plantes séchées et broyées au préalable, avec une différenciation puisqu'on a séché et broyé séparément les racines et les parties aériennes. Alors, voici les questions scientifiques qu'on se posait et voici nos petits mésocosmes en photo. Donc, on s'est demandé quel serait l'effet de l'amendement sur la morphologie et la croissance des plantes, quel serait l'effet de cet amendement sur la nutrition minérale des plantes avec la fixation des nutriments sur le charbon actif, quel serait l'effet de cet amendement sur la séquestration des pesticides organochlorés dans le sol, pareil, quel était l'effet de l'amendement sur le transfert du pesticide vers les plantes depuis le sol, et enfin, l'effet sur la rhizosphère et sur les populations bactériennes. Alors ici, je vous montre quelques résultats phares. On a pu mettre en évidence que le charbon actif augmente la séquestration des pesticides organochlorés dans le sol, puisqu'en fait, on avait environ 2,5 fois moins de chlordécone dosé. Alors, pardon, je précise, on a fait un focus sur le nittisol. Je vous ai dit précédemment qu'on avait de l'endosol, du ferrasol et du nittisol. Tous les résultats que je vais vous présenter, ils sont sur le nittisol uniquement pour l'instant. Alors, donc on a montré qu'en fait, on avait 2,5 fois moins de chlordécone dosé dans le nittisol avec amendement et à peu près 2 fois moins pour les dérivés. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Ici, je vous présente le chlordécone et des produits primaires de dégradation qui sont le chlordécol et le 5B hydrochlordécone. Et donc là, vous voyez bien qu'on a moins 60% de chlordécone dosé dans le sol amendé en charbon actif par rapport au sol non amendé. Moins 43% de chlordécole et moins 50% de 5B hydro. Alors, concernant la question de transfert du pesticide du sol vers les plantes, on a investigué pardon, cette question pour le chlordécone, mais aussi pour l'HCH. Et on a montré une réduction de 80% du transfert en présence de charbon actif à 2% dans le taro, donc le madère, et moins 85% pour le mangle médaille. Ça, c'était pour le chlordécone. Et pour l'HCH, on a montré moins 90% pour le taro et moins 50% pour le mangle médaille. Alors ici, vous avez une ligne rouge en pointillé. En fait, c'est le seuil de consommation pour la détection pour les produits alimentaires.
Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce seuil de consommation, il est de 20 microgrammes par kilo du poids frais du produit. Et il est estimé ici par unité de poids sec. Donc, ce que vous devez voir sur ces deux schémas, c'est qu'on a fait une comparaison des valeurs obtenues à la limite maximale de résidus, donc les pointillés rouges. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il y a un taux de chlordécone qui est 150 fois plus important dans les racines. Donc ici, vous avez les racines en orange et les parties aériennes en verte, quand il n'y avait pas d'ajout de chlordécone. Donc, c'est ce que vous voyez là. Alors que quand il y avait un ajout de charbon actif, il y avait 20 à 30 fois plus de chlordécone dans les racines. Ensuite, si on compare la partie racinaire avec la partie aérienne, on a pu mettre en évidence qu'il y avait 20 à 30 fois plus de chlordécone dans les parties racinaires de Madère par rapport aux parties aériennes. Et pour le mangue, il y avait 10 fois plus de chlordécone dans les parties racinaires par rapport aux parties aériennes. Donc ça, c'est une question importante parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour le taro, les parties aériennes, elles sont consommées par certaines populations. Donc, en conclusion, ça, ce sont des résultats que je n'ai pas montrés, mais en fait, il n'y avait pas d'effet de l'amendement sur la morphologie et sur la croissance des plantes, même s'il y a une tendance à la diminution de la disponibilité en azote au niveau du sol, en azote biodisponible. Concernant l'amendement en charbon actif, on a montré que ça fixe le chlordécone et le HCH dans le sol et que ça réduit fortement le transfert de ces pesticides vers la plante. Donc, j'ai dit les taux juste avant, donc voilà, c'est pas forcément les résultats. Par contre, on a vu une différence en termes de modèle d'absorption puisque le mangle médaille concentrait moins le HCH que le madère. Ça peut être mis en évidence aussi. Alors, du coup, Maggie s'est pas arrêtée là. Comme elle a vu que ça avait bien marché, elle nous a dit, bon, alors là, on va transposer au champ nos mésocosmes et elle a mis en place une parcelle agricole avec ce dispositif-là. Il faut savoir que c'est elle qui a pensé à ces cadres en métal et qu'elle les a fait faire par un ferronnier. Donc voilà, hyper motivée, Maggie, comme toujours. Et du coup, alors que je vous montre un peu ce petit dispositif, ce sont des perspectives là. En fait, en juin 2024, on a mis en place ce dispositif avec l'Université de Lorraine qui se posait des questions sur la biodisponibilité de la chlordécone au champ avec ce processus de séquestration de la chlordécone par matrice carbonée. Et en plus, on avait les résultats d'ARCO, mais initialement, les mésocosmes devaient aussi être faits avec du charbon, du biochar de sargasse, puisqu'on a le problème d'échouement massif de sargasse en Guadeloupe, et que Kovachi, même 2 heures, utilise cette biomasse-là qu'elle valorise en biochar. Et il faut savoir que ce biochar, il a des caractéristiques assez particulières qui font que, naturellement, il va avoir des caractéristiques de charbon activé sans être chimiquement activé. Donc, assez impressionnant. Donc, pour cette transposition au champ, voilà le dispositif. Donc, ce que vous ne voyez pas sur la photo, c'est qu'en plus, Maggie a fait installer une station météorologique qui a suivi dans le temps, en fait, l'ensoleillement, la pluviométrie, donc le vent, un peu tous les facteurs biotiques et abiotiques autour du dispositif. Et là, vous voyez le dispositif à son début quand on a planté les madères. Il faut savoir qu'on a fait que des madères cette fois. On n'a pas mis de mangle médaille, puisque comme je l'ai dit précédemment, le mangle médaille, c'est une espèce d'arrière-forêt marécageuse, donc pas adapté à cette parcelle. Alors, juste pour vous expliquer ce qui a été fait, donc là, c'est Marie, l'ingénieure de l'Université de Lorraine, qui est venue en Guadeloupe pour la mise en place de ce projet. Là, on a fait une mesure de la biodisponibilité sur environ 90 jours des sols amendés ou non en charbon actif d'Arco commercial, en biochar de sargasse et non abondé. Il est en poudre, oui. C'est une poudre hyper fine au point qu'elle est pulvérulente, en fait. Donc, c'est bien de poser la question parce que je sais que ça va amener d'autres questions tout à l'heure, en particulier comment on se débarrasse du charbon. Ouais, ouais, ça, tu me l'as demandé hier, du coup. Ouais. Alors, il n'a pas été éliminé le charbon quand on a fait les. En fait, puisque tu mesures ta chlordécone va avoir une signature chimique qui est très très spécifique due à la haute présence enfin, à la haute teneur en chlore que tu ne vas pas retrouver dans ton charbon. Ton charbon, il a un pic pur de carbone en fait, donc ça pose pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu super bien voir parce que c'est vrai que j'ai pas montré ces résultats, mais on se pose pas mal de questions sur le lessivage et on s'était dit, ben tiens, on va peut-être faire du microscope électronique à balayage pour pouvoir en fait voir les signatures. On avait déjà avec Maggie déterminé les signatures chimiques des différents sols de Guadeloupe.
Donc, on a leur signature chimique. On a fait les signatures chimiques de nos biochars et charbons actifs. Et comme ça, dans le sol en profondeur, on va pouvoir suivre le lessivage au cours du temps. Et ça rejoint un peu ce que je disais, puisque les signatures chimiques sont tellement spécifiques qu'en chimie, c'est bien dissocié, quoi. On ne se pose pas de questions. Et donc, à la fin, il y a des stagiaires de Master 1 de Maggie, les deux que vous voyez sur la photo, qui font en fait l'investigation de la biodiversité spécifique et de l'analyse chlordécone au sein du dispositif. Donc, ils regardent spécifiquement l'effet de la rémédiation des sols sur la production et la teneur en chlordécone du madère et l'effet de la rémédiation des sols sur la biodiversité et la productivité végétale, en particulier chez les herbacées. Et moi, ce que je fais en parallèle, comme précédemment, c'est faire de la microbio du sol pour pouvoir suivre la cinétique des populations bactériennes du sol. Voilà, et donc là, c'est juste pour vous montrer des photos de l'évolution au cours du temps du dispositif. Donc ça, c'est en milieu d'expérimentation. Et là, c'est à la fin. Comme vous pouvez voir, ça a bien, bien poussé. Et il y a surtout beaucoup, beaucoup de diversité spécifique. Donc les stagiaires de Master 1 de Maggie vont se faire un plaisir d'analyser. Et ont déjà commencé d'ailleurs. Alors, pour conclure sur tout ça, voilà un peu le panel de compétences que j'ai accumulées durant mes deux expériences postdoctorales. Beaucoup de terrain, beaucoup de stratégies d'échantillonnage, de mise en place des évaluations de risque, de la biomol avec les séquençages de dernière génération, de l'imagerie, donc en particulier l'imagerie en MEB, en environnemental. J'ai fait un peu de spectroscopie Raman parce que je me suis posé la question de comment détecter des pesticides organochlorés in vivo dans des modèles de plantes, et ça existe. Ça a été fait sur des tomates, sur des plants de tomates l'an dernier. Donc, on pouvait suivre la migration des parties aériennes vers les parties racinaires et vice-versa au cours du temps en spectrométrie Raman. Donc, j'ai fait quelques tests préliminaires et potentiellement, on verra si ça continue. En chimie analytique, j'ai un peu fait tous les types de chromatos, gazeuses, liquides, en couche mince, des cultures bactériennes en anaérobie et en anaérobie, en bioinfo, toutes les techniques que j'ai détaillées. Il faut savoir aussi que j'ai une habilitation à entretenir des animaleries, puisque je, ce que je l'ai fait quand j'étais en master. Voilà, la compétence un peu voilà, inattendue. Et ici, je montre toutes les collaborations internationales que j'ai collectées durant ces années scientifiques, dit-elle devant des scientifiques seniors. Mais voilà, donc toutes ces compétences, toutes ces collaborations à Toronto, aussi en Slovaquie, on fait un peu de modélisation moléculaire avec un chercheur slovaque qui est venu en Guadeloupe, avec qui j'ai développé des modèles, dont un modèle pour la partie avec Maggie. Donc ça va être super bien. On va pouvoir modéliser le charbon actif dans le sol et puis les interactions avec l'entrée des pesticides au niveau du site actif des bactéries. Ça, c'est quelque chose de cool qu'on fait à côté. Voilà. Et donc, pour finir, comme je vous l'ai dit, j'ai été recrutée récemment, donc recrutée en tant que maître de conférence au sein de l'Université Clermont-Auvergne. Donc, j'ai candidaté sur un poste 64-65, donc biochimie moléculaire et biologie cellulaire. Et voilà le projet que je leur ai présenté. Je voulais vraiment vous le présenter parce que je me dis, si demain il y a quelqu'un qui est intéressé sur ce type de projet, n'hésitez pas à me contacter. Donc alors, il faut savoir que j'ai été recrutée dans un laboratoire qui est l'UMRF. Donc c'est l'unité mixte sur la recherche fromagère et qui travaillait déjà à l'époque sur le fait de voir comment les produits laitiers en Auvergne pouvaient avoir une utilité en termes de santé. Mais ce n'est pas un axe qui était très développé. Et donc moi, j'ai proposé de développer cet axe-là selon trois volets. Donc un premier volet qui est j'ai dit des fromages, mais en fait ça peut être tout type de produits laitiers qui sont fonctionnels. Qu'est-ce que j'appelle fonctionnel? C'est le fait de les enrichir en certaines souches de probiotiques et ensuite qui ait un effet soit protecteur, soit améliorant l'équilibre gastro-intestinal au niveau du microbiote ou alors d'autres facteurs, la longévité, le vieillissement, etc. Alors, premier volet de recherche, ce serait de caractériser du coup les propriétés des probiotiques. Hop, et aussi leurs propriétés nutritionnelles grâce à des micro-organismes fromagés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait classiquement en microbio. On va isoler les micro-organismes, on va faire de l'identification en 16S si c'est des bactéries, et les ITS si on a des levures, ce genre de choses, et faire la phylogénie et la phylogénétique associée. Ensuite, caractériser les propriétés probiotiques. Comment?
Alors, en testant la résistance à l'acidité et à la bile, parce qu'en fait, là, on va mettre des souches qui sont dans un environnement particulier qui peut être très acide pour la digestion, par exemple. Et donc, il y a des possibilités de simuler le pH et les concentrations en sels biliaires intestinaux in vitro. Et donc, de mettre mes souches probiotiques et de voir comment elles réagissent à cet environnement, de faire des tests d'adhésion à la muqueuse intestinale. Donc, en labo, je pense que vous travaillez peut-être avec les CACO2. Donc, en fait, ce sont des souches d'épithélium intestinal qui sont vendues pour les laboratoires. Et on fait des tests dessus. Donc, là, le but, ce serait de voir comment les souches qui sont mises en contact avec la muqueuse intestinale réagissent, parce qu'on ne veut surtout pas que ça adhère à la muqueuse. Donc, là, j'ai mis adhésion, mais c'est non-adhésion à la muqueuse intestinale. Et puis après, une possibilité en fait de vérifier si mes souches vont produire des composés bioactifs. Donc ça en faisant de la GCMS, donc de la chromatographie en phase gazeuse associée à de la spectrométrie de masse, mais aussi de l'HPLC. Ensuite, j'ai proposé de faire des tests in vitro en culture cellulaire. Donc, premièrement, pour pouvoir vérifier l'impact sur les cellules intestinales en termes de toxicité. Donc, des tests de viabilité cellulaire, dont le test de la lactate déshydrogénase, un test métabolique classique. Et donc, vérifier si mettre en contact mes micro-organismes avec ou les métabolites qui produisent avec mon environnement intestinal, ça allait produire une cytotoxicité au niveau des cellules de l'épithélium et aussi faire des tests d'inflammation, donc savoir si mes souches elles vont produire des cytokines pro-inflammatoires comme la TNF-alpha qui est très connue en termes de processus d'inflammation, en faisant tout simplement des tests ELISA. Donc tout bêtement, avec un ELISA, on peut faire ça. Après, j'ai proposé de faire de la modélisation du microbiote. J'ai proposé de faire de la modulation du microbiote, donc de faire des co-cultures microbiennes pour pouvoir voir les interactions entre mes micro-organismes d'origine fromagère, enfin d'origine laitière, et mon microbiote intestinal simulé. Donc ça existe déjà. Il y a des cultures de microbiote intestinal. J'ai proposé de faire derrière du séquençage nouvelle génération, en particulier du WGS, pour pouvoir connaître le fond génétique de mes souches et aussi faire une pas quantification, pourquoi j'ai écrit ça? Connaître le fond génétique de mes souches, c'est plutôt ça. Et enfin, de faire du métabarcoding et de la métagénomique pour pouvoir caractériser en fait les changements dans la composition du microbiote au cours du temps après interaction avec les micro-organismes fromagés. Ensuite, j'ai proposé un modèle in vivo. Alors ça, c'était vraiment pour m'insérer dans leur labo parce qu'ils travaillent sur ce modèle depuis très longtemps. Donc, c'est un modèle nématode, c'est C. elegans. Et j'ai proposé d'évaluer la longévité et le vieillissement de ces larves après avoir fait un feeding, un nourrissement, ça se dit pas. Enfin, après avoir nourri mes larves avec mes micro-organismes fromagés. Et donc, voilà, des essais de longévité, tout simplement, en regardant s'il y avait un effet bénéfique sur la longévité des larves. Vérifier aussi le stress oxydatif. Donc, ça, juste avec du peroxyde d'hydrogène, en fait, on peut vérifier le stress oxydatif et mesurer les taux de survie en exposant nos larves au peroxyde et en regardant si, après avoir été nourries avec les micro-organismes, il y a, euh, il y a tout simplement un stress oxydant. Ça change de couleur, je précise. Ensuite, une étude de la santé métabolique. Donc, moi, comme je l'ai dit, quand j'étais à Bordeaux, j'ai travaillé beaucoup sur les enzymes métaboliques. Parce que j'étais dans un laboratoire qui s'appelle le MRGM, maladie rare, génétique et métabolique. Et on travaillait beaucoup sur le métabolisme des lipides en particulier. Et là, j'ai proposé, en fait, de pouvoir suivre le métabolisme lipidique en quantifiant les dépôts graisseux avec de l'huile Red O. Je ne sais pas si vous avez déjà... Bon, en gros, c'est une huile qui va diffuser à l'intérieur du micro-organisme quand on le met dans son milieu et qui va se déposer spécifiquement sur les cellules graisseuses, enfin dans les cellules graisseuses. Et donc, ça permet de quantifier sa graisse, l'accumulation de graisse en fait. Et ça permet de voir si le feeding avec mes micro-organismes fromagés, ça va promouvoir en fait un engraissement des larves, ce qui ne serait pas bon, parce que potentiellement, ça va nous engraisser nous quoi, quand on va les manger. Euh, Et du coup, ensuite, j'ai proposé de faire de la modulation du microbiote intestinal avec des PCR quantitatives pour regarder l'effet sur la dynamique du microbiote. Et enfin, de regarder aussi une interaction avec le système immunitaire. Donc, il y a la voie des MAP kinases. Je ne sais pas s'il y a des biochimistes dans la salle, mais c'est une voie qui est détestée par tous les étudiants, mais qui est super importante parce qu'en fait, cette voie métabolique, elle est reliée à la réponse immunitaire. Donc, il suffit de faire,
On peut mesurer l'expression des gènes, donc en regardant les ARNM de la voie des MAP kinases pour voir si ce feeding il va euh, déclencher une réponse immunitaire, donc une inflammation. Et ensuite, pour terminer, j'ai proposé de transposer ces résultats-là vers du microbiote humain, donc en faisant une simulation in silico, donc avec la collaboration que j'ai avec le professeur de Slovaquie qui fait des modélisations moléculaires, en intégrant en fait dans des modèles informatiques toutes les données que j'ai eues précédemment sur C. elegans. Et ensuite, ça c'est fait à l'Université des Antilles. Ils arrivent à avoir des modèles de prédiction d'impact. Donc, une fois qu'on a rentré toutes les données, on peut prédire l'impact du probiotique sur le microbiote. Donc ça, on le fait sur ordi. Après, on peut le tester en ex vivo avec des organoïdes intestinaux humains. Donc ça, c'est fait, ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais ça existe. En fait, quand j'étais à Toronto, moi j'étais à Bayeux, mais il y avait des gens qui étaient aussi là et qui travaillaient sur le cancer du pancréas et qui m'ont montré qu'avec des cellules qui étaient différenciées et qui ont été indifférenciées, on avait des sortes de cellules souches qui étaient utilisées comme une encre sur un appareil en fait d'impression 3D. Donc en fait, tu t'imprimes en 3D des petits bouts d'épithélium, des petits bouts d'organes. Ça existe, oui. Et donc, ces petits bouts d'organes, ça s'appelle des organoïdes intestinaux humains et tu peux les coloniser avec un microbiote simulé humain. Et enfin, bah, j'ai proposé la sortie qui est de voir en fait le potentiel développement de produits innovants. Puisque il faut savoir que les approches One Health, elles sont pas scientifiques seulement en sciences exactes et naturelles. Elles sont aussi en sciences humaines et sociales et elles sont aussi en économie avec des modèles macro et microéconomiques. Du coup, j'ai proposé une sortie microéconomique avec un développement de compléments alimentaires, avec la formulation des souches probiotiques qui auraient été identifiées et avec la création de nouveaux. Bon, alors j'ai mis fromage parce que ben, du coup, on est à l'UMRF, mais ça peut être n'importe quel produit laitier, ça peut être des yaourts, bon, bref, qui seraient enrichis en souches probiotiques et qui auraient montré des allégations, dont les allégations de santé seraient validées par les études précédentes. Et enfin, pour terminer, je leur ai proposé aussi des restitutions grand public parce que le One Health, il s'engage à toujours restituer les résultats de la partie prenante scientifique en vulgarisant auprès du grand public. C'est un engagement One Health. Donc, en faisant des conférences et des ateliers de dégustation des produits qui auraient été formulés. Et après, en travaillant avec l'ARS de la région d'Auvergne et de Rhône-Alpes pour pouvoir faire des spots télé, ce genre de choses. Ah ben oui, mais on est obligé parce que moi, j'aimerais bien après faire une cohorte de personnes qui, qui vont J'aimerais bien nourrir un groupe de personnes et les suivre. Donc si voilà, j'espère que bon, ce sera possible, mais normalement ça peut l'être. Et du coup, des sorties aussi en analyse socio-économique pour pouvoir voir les répercussions financières, puisque ça fait de la création d'emplois, tout ça, que ce soit pour la recherche, mais aussi pour la production après des produits laitiers et fromagères. Bah, et ça, c'est des choses qui s'analysent déjà. Et on a un laboratoire à l'Université des Antilles qui s'appelle le Crédit, qui fait très bien ce type d'analyse. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était pas trop long. J'ai une question candide sur le chlordécone. Est-ce qu'il y a une composante aérienne de cette molécule? Oui, alors c'est quelque chose qui a été très longtemps sous-estimé, mais il y a un dégagement gazeux et un aspect volatile de la chlordécone à 2%. Donc en fait, quand il y a des mass balance qui sont des... C'est quoi? Équilibre de masse? Voilà, ben en fait, quand il y a des mass balance, c'est souvent mis de côté, mais c'est très important parce que ces dégagements gazeux, ils n'ont pas d'impact puisque ça se fait en milieu de laboratoire en général, ça ne se fait pas au champ. Mais quand on fait des mass balance, surtout dans les microcosmes, il faut y penser. Euh, la première partie avec des inoculums, là, si j'ai bien compris, c'est un processus respiratoire anaérobie. Et sur tes champs de bananiers, à moins qu'ils vivent les pieds dans l'eau, comment tu fais si tu devais mettre ça en place au champ pour créer de l'anaérobie ou de la microaérobie? Alors ça, ce serait le descriptif de notre projet qui va être breveté. Mais en gros, je peux quand même dire que on change les conditions environnementales et il n'y a pas d'ajout de produits chimiques. En plein champ, c'est-à-dire non, il y a des parcelles qu'il faudrait plutôt mettre en jachère pour pouvoir mettre le dispositif en place pendant un certain nombre de temps.
qu'il puisse y avoir la déchloruration au champ, sachant que là, ça prend 2 ans, hein, donc il faut quand même que ça soit un peu plus court que ça prenne quelques mois. Et puis ensuite, comme fonctionne la jachère, hein, la parcelle en jachère tourne et les parcelles qui ne sont plus en jachère sont à nouveau exploitables. En tout cas, bravo, félicitations hein, pour tous ces beaux résultats. J'ai deux questions, une sur la partie chlordécone et une sur le projet. Sur la déchloruration, justement, alors bon, déjà, moi, je trouve que si c'est 2 ans, vu les enjeux et vu le temps qu'on se traîne ce problème, moi, j'ai fait ma thèse dans les bananeraies guadeloupéennes. Donc, je ne sais pas si c'est super, parce que du coup, je pense que j'étais aussi exposée. Pendant 4 ans, j'ai eu le temps, voilà, j'ai eu le temps d'être contaminée. Euh, la déchloruration, du coup, voilà, les produits de la dégradation, le chlore, il devient quoi après? Parce que il y a la molécule de départ, puis il y a les produits de biodégradation. Donc ça, c'est la première question. Eh bien, la réponse est toute simple. Le chlore est dans l'environnement. Mais après, le chlore, c'est pas suffisamment stable pour pouvoir être persistant comme l'est le chlordécone. C'est-à-dire qu'une fois que les liaisons carbone-chlore sont clivées, le chlore, il est relargué effectivement, mais va très rapidement être lessivé et il ne va pas persister dans l'environnement comme le ferait. Ça fait... Mais après, non, alors on va quand même avoir, enfin, ça reste, à mon sens, je ne peux pas vous donner des quantités, mais c'est quand même une goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire Mais ça a que été quantifié, ça, du coup, les quantités de chlore que ça libérait. Si on nettoie tous les sols entiers, ça fait combien de chlore dans la mer? Alors, je ne sais pas ce résultat, je ne vais pas essayer de broder. Honnêtement, je n'ai pas les chiffres. D'accord, ok. Maintenant, je ne crois pas que ce soit une question Il pour faut faire avoir une fait quand même piscine, ouais, faut faire une piscine. beaucoup de biblios. Je n'ai pas encore vu cette question-là, vraiment Faut l'investigation faire de la attention de quantité ne de chlore. pas déplacer le produit. Non, alors en fait, juste pour rassurer, comme je l'ai dit, donc c'est séquentiel la déchloruration. Et en fait, les produits de dégradation, on va vers une ouverture de la structure en cage. Ça, j'ai compris. Donc voilà, et du coup, ça fait que les métabolites, ils sont plutôt transitoires dans l'environnement. Donc il y a encore des questions d'écotoxicologie à investiguer, ça c'est vrai, mais que la toxicité soit égale ou pas, en tout cas, on a des molécules qui sont beaucoup, beaucoup plus transitoires Oui, on a du chlore, quoi. On a quand même du chlore dans la dans mer. le cul-de-sac marin. Et sur la deuxième partie, la question elle est un peu plus, je veux dire, institutionnelle, parce que dans le M de UMR, il est pourquoi? Parce que vous avez parlé de l'université, clairement. Unité mixte, Oui, ça je recherche. sais, mais Ah c'est oui. quoi justement la deuxième tutelle? Vous avez parlé de l'université, après c'est CNRS ou INRAE? Alors, c'est INRAE. Bah, là où tu vas être. Ah non, IRD, c'est Université IRD? Non, non, je crois que l'UMRF est vraiment tutelle INRAE. INRAE. Ouais, Bah, double tutelle, Université INRAE, c'est ça? d'accord. D'accord. Ok. Ok. Ah, c'est vrai que je l'ai pas Non, mis parce que sur les j'étais diapos. étonnée du coup de ne pas le voir, parce qu'il y Ouais, a quand même pas mal de travaux sur les fromages là-bas. ouais. Alors, c'est pas Clermont, et je me souviens plus de la ville un peu plus au sud, Aurillac? Aurillac, voilà. Voilà, donc où il y a des travaux quand même qui se font. Du coup, j'étais étonnée de ne pas les voir mentionnés, mais peut-être que ça va Oui, oui, j'aurais dû, c'est vrai. pour le passage. Non, non, mais voilà. C'est juste par curiosité, parce que c'est le changement d'échelle et tout, donc il n'y a pas y a pas de souci. Hein, mais D'accord. c'était par curiosité pour savoir si c'était dans votre Oui, écosystème scientifique, quoi. oui, oui, oui. Lui aussi, mais ça est dans la même veine en fait. Du coup là, le charbon va fixer du chlordécone. En tout cas, grâce au charbon, il y aura moins de chlordécone dans le tarot, par exemple. Exact, ouais. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait après là, en fait? C'était là. C'est quoi la suite? Parce que là, on récolte du tarot, certes, qui est moins contaminé, mais enfin, il y en a encore un petit peu. Et Ouais. surtout, le sol, là, comment on fait en fait? Alors, en fait, il y a deux grosses questions que les gens posent, donc celle-ci et qu'est-ce qu'on fait du charbon contaminé? Donc, en fait, c'est des discussions qu'on a depuis très longtemps à Ecofog, Ecovache et même 2 heures. Quelque chose qui a été proposé, dont j'avais parlé parce que j'avais vu un de mes collègues doctorants travailler là-dessus, c'est de changer potentiellement la granulométrie du charbon, parce que là, c'est vraiment très fin et c'est pulvérulent, et d'avoir plutôt des formes de granulés, mais des granulés qui seraient associés en fait à des particules métalliques pour pouvoir faire une aimantation et les enlever en fait du sol. Donc ça peut être une première solution, sachant que, je ne l'ai pas dit, mais l'amendement, il est fait entre 0 et 20 cm de profondeur, puisque c'est là qu'on trouve classiquement la chlordécone. Deuxième question, qui n'a pas été posée, mais c'est au cas où. Qu'est-ce qu'on fait du charbon contaminé? Enfin... Ouais, je savais que ça allait venir. En fait,
enfin, il y a des processus de recyclage de charbon, ça existe. Et les températures de pyrolyse, elles sont proches, dans le charbon, elles sont proches de la température, en fait, de carbonisation, de destruction du chlordécone, qui a 1000, je sais pas, mais Maggie connaît le chiffre par cœur, je sais. Mais c'est 1000 quelque chose degrés. Et on peut monter à ces pyrolyses-là et après réutiliser les résidus de charbon pour faire du charbon, faire du recyclage de charbon, quoi. Ça, c'est possible. Non, mais je pyrolyse dans l'alcool. Bon, je chauffe très très fort le charbon, je dézingue la chlordécone. Ouais. Mais c'est quoi le produit qui reste derrière? En gros, il y a du chlore là aussi encore dans cette histoire de charbon pyrolysé là. Qu'est-ce qu'on en fait de ce chlore? Honnêtement, c'est actuellement investigué à Kovachi Mendoza. Je pourrais pas te Non, répondre. mais En plus, je sais pas si j'ai vraiment le background chimique pour creuser ces questions-là. ok, ben, super, merci en tout cas. Bah, en tout cas, merci de m'avoir accueilli et puis merci.